Bonjour à tous. Nous avons vu lors du dernier cours que les réactions biologiques, comme toute réaction chimique, étaient soumises aux lois de la thermodynamique et étudier comment déterminer si une réaction est favorable ou défavorable. Nous allons voir maintenant un autre sujet tout à fait spécifique des réactions biologiques. Les réactions biologiques, en effet, sont parfois favorables sur le plan de la thermodynamique, c'est-à-dire qu'elles ont un delta G' négatif, mais elles ont une cinétique extrêmement lente, c'est-à-dire qu'à 37 degrés, dans les conditions de vie cellulaire, elles se feraient avec une vitesse trop lente, incompatible avec la rapidité qui est nécessaire pour permettre la vie des cellules et des organismes. Même si cette réaction est favorable, il faut donc pouvoir l'accélérer afin de la rendre compatible avec la vie. Dans les cellules, il existe des catalyseurs biologiques appelés les enzymes, et c'est ce que nous allons étudier maintenant dans les cours 2, 3 et 4, et dans les TD associés. Les enzymes ne sont que des catalyseurs, en effet, ce sont donc des molécules qui vont accélérer les réactions biologiques sans en changer le sens. Donc une réaction qui est défavorable d'un point de vue thermodynamique restera défavorable, et aucun enzyme ne pourra en faire changer le sens. Par contre, une réaction favorable mais trop lente pourra être accélérée, comme le montre la courbe ci-dessous. Une réaction favorable en noir va se dérouler très lentement, l'apparition du produit va être très lente. En présence d'enzymes, l'apparition du produit va être plus rapide. Nous poursuivons donc la progression du chapitre 1, quelles sont les lois régissant les transformations biochimiques. Nous avons vu précédemment les rappels de thermodynamique et nous allons donc étudier pendant 3 cours le fonctionnement des enzymes qui sont les catalyseurs biologiques. Nous allons voir l'aspect historique, les définitions, la structure, puis la classification des enzymes. Enfin, nous nous attarderons sur leur fonctionnement en précisant le fonctionnement des enzymes michaéliens puis des enzymes allostériques. Et nous étudierons enfin les modifications covalentes qui permettent de modifier leur activité. L'aspect historique tout d'abord. Au milieu du XIXe siècle, c'est Pasteur qui propose l'existence de ferments responsables de réactions de fermentation. Ils affirment que ces ferments ne peuvent fonctionner que dans le cadre d'une cellule vivante, qui dans son cas sont des levures. Donc pour Pasteur, certaines réactions sont intrinsèquement associées à la notion de vie, à la notion de cellule. 50 ans plus tard, c'est Büchner qui démontre qu'il est possible d'obtenir de la fermentation à partir d'un extrait de levure broyée. Donc, il n'est pas nécessaire que la cellule soit vivante, mais qu'elle ait été présente à un moment donné. Par contre, lorsqu'il chauffe son extrait de levure à 100 degrés, la réaction de fermentation n'est pas possible. Il en déduit donc que cette réaction de fermentation est due à la présence de molécules qui se trouvent à l'intérieur des cellules et que ces molécules sont thermolabiles, thermosensibles, et donc sont dégradées par le chauffage. Ces molécules sont donc produites par les cellules vivantes. On comprend aujourd'hui, bien sûr, que ces molécules sont des protéines et que, évidemment, elles sont produites par des cellules vivantes et elles sont dénaturées par la chaleur. Kuhn est le premier qui va utiliser le nom d'enzyme pour désigner ces molécules, et la première enzyme, donc une protéine isolée et cristallisée, sera l'uréase en 1926 par James Sumner. Depuis, les chercheurs continuent à isoler, purifier, caractériser les enzymes les unes après les autres. Donc nous avons défini précédemment le mot de catalyseur. Les enzymes sont des catalyseurs biologiques. Un catalyseur est donc bien un composé qui augmente la vitesse d'une réaction, se retrouve inaltéré en fin de réaction et donc peut donc catalyser encore une fois la même réaction. Mais les catalyseurs ne modifient jamais ni le sens de la réaction, ni son bilan. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Un enzyme ne rendra pas une réaction thermodynamiquement défavorable favorable. On peut définir pour chaque catalyseur le pouvoir catalytique, qui est la vitesse de la réaction avec catalyseur divisée par la vitesse de la réaction sans catalyseur. Pour un enzyme, le pouvoir catalytique est de 10 puissance 5 pour les mauvaises enzymes jusqu'à 10 puissance 17 pour les très bons enzymes.
Cette diapositive vous donne quelques exemples de pouvoirs catalytiques qui vont de 1,4 10 puissance 17 pour l'orotidine 5' monophosphate décarboxylase, c'est-à-dire un enzyme impliqué dans la synthèse des nucléotides, jusqu'à 7,7 10 puissance 6 pour l'anhydrase carbonique, qui a donc un pouvoir catalytique moins important. Ces enzymes catalysent des réactions qui, sans catalyse, sans enzyme, ont des temps de demi-réaction qui, pour certains, peuvent être extrêmement longs, puisque vous voyez que la réaction catalysée par la première enzyme est de 78 millions d'années. Temps de demi-réaction, c'est-à-dire temps au bout duquel la moitié des molécules a été catalysée. Autant dire que cette réaction de synthèse des nucléotides est totalement incompatible avec la vie d'une cellule, avec l'apparition de la vie, s'il n'y existait pas des enzymes capables d'accélérer et de rendre possible cette réaction en l'accélérant 1,4 10 puissance 17 fois. On définit aussi les enzymes par leur spécificité, c'est-à-dire la capacité à reconnaître un substrat ou une famille de substrats sur la base de sa structure spatiale. Donc la spécificité d'un enzyme, ça va être la diversité ou la sélectivité des molécules qu'elle va reconnaître. Il ne faut pas confondre avec l'affinité. L'affinité, c'est la force avec laquelle l'enzyme attire un substrat. Mais une enzyme qui a une forte affinité pour un substrat peut au contraire avoir une large spécificité et reconnaître un grand nombre de molécules. Donc une faible spécificité parce qu'elle va reconnaître beaucoup de substrats du fait de cette forte affinité. C'est la structure spatiale qui permet à l'enzyme de reconnaître son substrat sur la base d'une reconnaissance type clé-serrure. Donc on voit bien par exemple que deux molécules qui finalement d'un point de vue structurel sont très proches, comme la célobiose, qui sont deux glucoses accrochées par une liaison bêta 1,4, donc une liaison vers le haut, et le maltose sont deux glucoses accrochées par une liaison alpha 1,4, donc vers le bas. Donc on a juste un angle de liaison qui est différent dans l'espace, et bien ces deux molécules sont reconnues par des enzymes différentes. La bêta-glucosidase va reconnaître la célobiose et l'alpha-glucosidase va reconnaître le maltose, et aucune de ces deux enzymes ne peut reconnaître l'autre substrat. Nous allons nous intéresser maintenant à la structure des enzymes, dont la plupart sont des protéines, mono ou multimériques, ce qui rend extrêmement important leur structure primaire, mais aussi leur conformation spatiale, structure secondaire, tertiaire et quaternaire. Nous avons vu tout à l'heure que pour Pasteur, la thermosensibilité des enzymes avait été mise en évidence, et bien c'est du fait de leur nature protéique. La chaîne protéique seule, on l'appelle ça aussi l'apoenzyme, parce que sur cette apoenzyme peuvent venir se greffer des parties non protéiques, qu'on va appeler des cofacteurs. Alors ces cofacteurs peuvent être par exemple des ions métalliques, le zinc, le potassium, etc. Souvent on trouve le calcium, le fer, le cuivre. Ou alors des structures non protéiques mais plus complexes qu'on va appeler des coenzymes et dont nous avons vu quelques exemples la semaine dernière, comme le NAD ou le FAD. Ces coenzymes peuvent être de deux natures, soit ce sont des cosubstrats, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas accrochés de façon covalente à l'enzyme, soit ce sont des groupements prostétiques qui sont accrochés de façon covalente à la chaîne protéique. Ces coenzymes sont souvent dérivés de vitamines. Exemple, la biotine, qui est dérivée de la vitamine H ou B8, et le pyridoxal, qui est dérivé de la vitamine B6. D'où l'importance de consommer les vitamines pour le bon fonctionnement de nos enzymes. L'ensemble de la chaîne protéique plus le coenzyme ou le cofacteur est appelé l'holoenzyme. Enfin, il est à noter que quelques enzymes ne sont pas de nature protéique, sont de nature ARN, qu'on appelle donc des ARN catalytiques, et par exemple, dans le ribosome, certains ARN catalytiques participent à la synthèse de la liaison peptidique.
Cette diapositive illustre donc ce qu'on appelle un holoenzyme constitué de sa chaîne protéique apoenzyme et ici d'un cofacteur qui est un atome de zinc qui se trouve logé à l'intérieur de la structure protéique. Il existe une classification des enzymes. Cette classification se fait sous la forme d'un numéro à 4 chiffres. Alors ici, on vous donne l'exemple de l'hexokinase, dont son numéro de classification enzymatique, c'est 2711. Chaque numéro correspond à la nature d'une réaction biologique. Alors le premier chiffre correspond à la grande classe des réactions chimiques à laquelle l'enzyme appartient. Par exemple, quand ça commence par un 1, ce sont des oxydoréductases. En 2, ici, des transférases. Donc ici, on voit bien que l'hexokinase est une transférase puisqu'elle a transféré un phosphate de l'ATP vers le glucose pour donner ADP plus glucose 6-phosphate. Quand ça commence par un 3, ce sont des hydrolases, en 4, des liases, en 5, des isomérases, en 6, des ligases. Ces numéros vous sont donnés à titre indicatif, il est bien évidemment inutile de les apprendre par cœur. Le deuxième numéro correspond, alors par exemple dans le cas des transférases, à la nature du groupement qui est transféré. Donc c'est un 7 parce que c'est un phosphate qui est transféré. Le numéro suivant indique le groupement qui est un accepteur. Donc ici, c'est le OH qui va accepter le phosphate. Et le dernier numéro indique que c'est du glucose qui reçoit le phosphate. Et donc, quand on a ces 4 numéros, eh bien, on arrive à une réaction chimique unique. Et donc, toutes les enzymes catalysant cette réaction-là, eh bien, porteront le même numéro. Attention, ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes enzymes, puisqu'il existe des isoenzymes, c'est-à-dire des enzymes codées par des gènes différents, qui possèdent des propriétés, on va dire, catalytiques différentes, tout en catalysant la même réaction. Donc, le numéro va renseigner sur la nature de la réaction catalysée, mais pas sur les propriétés cinétiques de l'enzyme. Alors, nous allons nous attarder maintenant sur le fonctionnement des enzymes et sur son principe. Donc le substrat va venir se loger dans le site actif de l'enzyme, qui constitue une poche en général à l'intérieur de l'enzyme, où il va subir des transformations. Le site actif est une cavité tridimensionnelle qui va être constituée par les groupements qui proviennent des chaînes latérales des acides aminés de la chaîne protéique. Ces acides aminés qui constituent le site actif sont parfois, même la plupart du temps, très éloignés dans la séquence primaire de l'enzyme. Ils ont été rapprochés par les structures secondaires, tertiaires ou quaternaires. Vous voyez ici l'exemple d'acides aminés 87, 96, 247, 297, 295, 244, qui sont donc rapprochés dans l'espace pour former le site actif de l'enzyme. Ce site actif occupe une partie très réduite du volume total de l'enzyme. Il est stabilisé par des liaisons faibles, de la même manière que l'interaction entre ces chaînes latérales d'acides aminés et le substrat se fait aussi par des liaisons faibles, donc des liaisons de type électrostatique ou hydrogène. C'est pourquoi on retrouve assez souvent des acides aminés chargés ou polaires dans les sites actifs des enzymes. Vous voyez ici l'illustration, encore une fois, d'acides aminés qui se trouvent dans le site actif et dont les chaînes latérales établissent soit entre elles, c'est ce que vous voyez ici entre les aspartates, l'aspartate 227 et l'arginine 220, qui établissent une interaction électrostatique, et puis le glutamate qui, lui, va établir des liaisons faibles, donc ici liaison électrostatique, avec le substrat. Vous voyez aussi l'importance du cofacteur, l'atome de zinc, qui va aussi stabiliser le substrat par interaction électrostatique dans le site actif. Ces interactions faibles vont permettre la plupart du temps une fixation du substrat par complémentarité clé-serrure, c'est-à-dire complémentarité de forme entre le substrat et le site actif de l'enzyme. Parfois, la complémentarité de forme n'est pas parfaite
Et la fixation va se faire par ajustement induit, c'est-à-dire que le substrat, par interaction électrostatique, va se rapprocher du site actif et l'enzyme va se refermer, s'ajuster autour du substrat pour en épouser parfaitement la forme. C'est le cas de l'enzyme hexokinase qui va se refermer autour du glucose une fois que celui-ci est fixé et s'est approché du site actif. Le substrat va ensuite pouvoir réagir avec les chaînes latérales des acides aminés du site actif, ce qui va aboutir à la formation de ce qu'on appelle le complexe enzyme-substrat, qui est un complexe covalent. Et puis, le substrat va être transformé. On va aboutir à la formation d'un complexe covalent enzyme-produit, le produit qui sera finalement libéré du site actif de l'enzyme. C'est la même chose que ce qui est représenté ici, hein, ce qu'on appelle le cycle catalytique d'un enzyme. Donc ici, vous avez un enzyme qui posséderait deux substrats qui vont se fixer dans le site actif, faire des liaisons covalentes avec les chaînes latérales de l'enzyme, dans sa partie chaîne latérale des acides aminés. Les produits sont ainsi formés, puis libérés, et l'enzyme est restituée à la fin de la réaction exactement dans le même état qu'au début, donc elle est inaltérée en fin de réaction, elle peut recommencer le cycle. Donc ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de comprendre pour chaque enzyme comment fonctionne ce cycle catalytique. Nous allons voir maintenant quelques exemples de mécanismes réactionnels. La catalyse acido-basique, dans laquelle c'est un transfert de protons qui s'opère entre le substrat et l'enzyme. Le site actif comporte donc forcément un acide aminé basique ou acide, type aspartate, glutamate, histidine, lysine, cystéine ou tyrosine. Nous étudierons l'exemple de l'arénase A. Nous étudierons également la catalyse covalente, dans laquelle il y a création d'une liaison covalente entre le substrat et l'enzyme. Le site actif va donc comporter un acide aminé capable de faire une attaque nucléophile sur le substrat, donc acide aminé de type cystéine, histidine, lysine, sérine ou tyrosine. Nous étudierons l'exemple d'une protéase acérine qui s'appelle la chymotrypsine. Nous étudierons enfin la catalyse par un ion métallique, c'est-à-dire catalyse dans laquelle intervient un cofacteur métallique, le zinc, le magnésium ou le fer, dans une réaction d'oxydoréduction. Nous verrons l'exemple de l'anhydrase carbonique. Donc, cette diapositive illustre le mécanisme d'une catalyse acide-base en prenant l'exemple de la RNase A, c'est-à-dire un enzyme capable de couper l'ARN en petits nucléotides. Alors, pour vous aider à lire cette diapositive, le cercle, la portion de cercle représente la chaîne peptidique, la chaîne protéique de l'enzyme, et vous voyez que sur cette chaîne sont représentées deux histidines, l'histidine 12 et l'histidine 119, qui représentent donc le site actif de l'enzyme. Le substrat, lui, vous le reconnaissez, c'est le petit bout d'ARN qui est représenté ici, avec son phosphate, son ribose et la suite de la chaîne qu'on appelle R. Vous voyez donc ici que un histidine va aller prendre un proton sur le ribose de l'ARN. Donc là, je regarde le cercle qui se trouve en haut à gauche. On voit que l'histidine prend le proton et que du coup, l'oxygène se trouve chargé moins, va pouvoir attaquer le phosphate qui va donc se cliver. Et en se clivant, il va prendre un proton à la deuxième histidine qui se trouve toujours sur la chaîne latérale. Et donc ensuite, là on va avoir une structure intermédiaire formée. Donc là je regarde le cercle qui se trouve en bas. Vous avez donc ici un intermédiaire réactionnel. Et bien ensuite, une molécule d'eau va arriver dans le site actif. L'histidine qui avait perdu son proton va récupérer son proton en le prenant à la molécule d'eau. Le OH- restant va aller réagir avec le phosphate, ce qui va permettre de réouvrir la liaison avec l'oxygène du ribose, qui va récupérer son proton qui était sur la deuxième histidine. On retrouve donc nos deux histidines en haut à droite qui se retrouvent dans le même état qu'au départ, et notre
ARN qui a été clivé. Ce mécanisme, bien sûr, vous est donné à titre indicatif, il n'est pas du tout nécessaire de le retenir, mais juste de comprendre qu'ici, il n'y a pas d'interaction covalente entre l'enzyme et le substrat, mais simplement des échanges de protons qui vont faire apparaître des espèces moléculaires qui vont réagir entre elles et permettre la catalyse. Dans le cas de l'anhydrase carbonique, donc capable de faire la réaction réversible CO2 plus H2O donne HCO3- plus H+. Cette enzyme possède dans son site actif 3 histidines qui vont être liées à un atome de zinc. Et bien cet atome de zinc, c'est lui qui va être le point central de la réaction puisqu'il va stabiliser le substrat et permettre ainsi la transformation du substrat en CO2 plus H2O ou en HCO3- plus H+. C'est une réaction redox et donc c'est l'atome de zinc qui va être responsable du transfert d'électrons dans un sens ou dans l'autre. Enfin, troisième exemple, la catalyse covalente, et nous avons pris l'exemple d'une protéase acérine qui s'appelle la chymotrypsine. Donc c'est une protéase, donc elle dégrade les protéines, donc elle est capable de couper la liaison peptidique. Alors si vous regardez dans la partie en haut à gauche de la diapositive, vous voyez donc en blanc la chymotrypsine, et puis dans la poche bleue qui correspond au site actif, vous voyez un peptide R1, NHCO, R2, donc c'est la liaison entre le NH et le CO qui doit être coupée. Et donc vous voyez que dans le site actif se trouve une sérine qui va, elle, former un complexe covalent avec ce peptide, donc c'est ce que vous voyez au niveau de la partie en haut à droite, hein, au niveau du schéma numéro 2, vous voyez que la sérine a formé un intermédiaire covalent ES avec ce substrat. Et puis ensuite, il y a toute une série d'échanges de protons grâce à asparagine, histidine, qui se trouvent également dans le site actif de l'enzyme. Et ces transferts de protons vont permettre l'avancement de la réaction jusqu'à ce qu'une partie, un premier produit soit libéré, c'est ce que vous voyez en 3. Le deuxième morceau de la protéine reste encore accroché à la sérine. Et puis la réaction se déroule et enfin, en 5, la sérine sera totalement libérée du deuxième produit qui sera libéré à son tour. Et on voit que le site actif de l'enzyme est revenu à son état initial. Et donc là, on a donc 3 acides aminés importants, c'est ce qu'on appelle la triade catalytique, asparagine, histidine, sérine, que l'on va retrouver chez toutes les protéases acérines. C'est ce que vous voyez illustré sur ce schéma, hein. Toutes les protéases acérines de la famille de la chymotrypsine possèdent un aspartate, une histidine et une sérine qui vont jouer toujours ce même rôle dans l'hydrolyse des protéines. Nous allons nous intéresser maintenant au fonctionnement des enzymes d'un point de vue thermodynamique et essayer de comprendre comment, sans changer le sens d'une réaction, elles peuvent en accélérer la vitesse. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi une réaction thermodynamiquement possible peut-elle parfois être extrêmement lente? Eh bien, c'est dû aux différentes étapes d'une réaction. Et ici, vous avez sur ce petit schéma à gauche représenté la courbe d'énergie d'une réaction qui, pourtant, vous le voyez, est thermodynamiquement favorable, puisque l'état d'énergie entre le substrat et le produit baisse, donc le ΔG est négatif, donc cette réaction est favorable. Mais pour autant, on voit que cette réaction eh bien, doit atteindre un état de transition pour se réaliser qui, lui, est d'un point de vue énergétique assez haut. Et donc, il va falloir parfois chauffer justement pour atteindre cet état de transition qui va ensuite permettre de descendre vers un état énergétique plus bas, plus stable. Et donc, qu'est-ce que l'on fait quand on chauffe? Eh bien, quand on chauffe, on augmente l'agitation moléculaire et on va augmenter ainsi la probabilité que les 2 substrats, par exemple, s'il s'agit de 2 substrats, se retrouvent en face l'un de l'autre dans la bonne orientation. Et donc, c'est pour ça qu'une réaction peut être lente, c'est que même si elle est thermodynamiquement favorable,
la probabilité que les deux substrats se retrouvent en face l'un de l'autre dans la bonne orientation est très faible, et donc c'est pour ça qu'il va falloir que les molécules s'agitent longtemps, et donc on atteint une énergie de l'état de transition assez haute. Alors en quoi les enzymes peuvent modifier ça? Eh bien, un enzyme, de par son site actif et les liaisons qu'elle établit avec les deux substrats, peuvent mettre les deux substrats dans la bonne orientation l'un vis-à-vis de l'autre, de telle sorte à ce que la réaction se fasse. Et donc en faisant ça, on va abaisser l'énergie, et ici c'est ce que vous voyez à gauche, c'est la courbe en bleu par rapport à la courbe en noir sans catalyseur. Eh bien, la présence de l'enzyme abaisse l'énergie de l'état de transition, et du coup va rendre la réaction beaucoup plus rapide, même si au départ cette réaction était thermodynamiquement favorable. Donc la thermo nous donne le delta G 0', nous dit si une réaction est thermodynamiquement favorable ou pas, mais l'enzyme agit sur l'énergie nécessaire pour atteindre l'état de transition, et l'enzyme abaisse l'énergie nécessaire pour atteindre l'état de transition, et donc en faisant ça, accélère la réaction. Alors on l'a évoqué, certains enzymes possèdent deux substrats, c'est le cas des transférases ou des oxydoréductases, ou alors des réactions séquentielles qui vont fixer deux substrats avant le départ des produits. Donc la fixation de ces deux substrats peut se faire de différentes manières. Un mécanisme séquentiel au hasard, par exemple le premier substrat se fixe, puis le deuxième, ou alors l'inverse, substrat B, puis le substrat A, c'est-à-dire qu'en fait l'ordre de fixation des substrats n'a aucune importance. De la même manière, les produits vont partir dans n'importe quel ordre, l'un après l'autre. Dans d'autres cas, au contraire, le mécanisme est ordonné, c'est ce qu'on appelle un mécanisme obligatoire. C'est le premier substrat qui doit rentrer, puis le deuxième, puis un premier produit sera libéré, toujours le même, et un deuxième produit sera libéré, toujours le même. Donc les deux substrats rentrent l'un derrière l'autre, mais dans un ordre déterminé, puis les deux produits partent dans un ordre déterminé. Et enfin, troisième mécanisme, ce qu'on appelle le mécanisme ping-pong, c'est-à-dire que le premier substrat rentre, puis donne naissance à un premier produit, puis le deuxième substrat rentre et donne naissance à un deuxième produit. Donc le premier produit sort avant l'entrée du deuxième substrat. Tout ce que nous venons de voir nous laisse penser qu'en effet les enzymes peuvent perdre leur pouvoir catalytique dans certaines conditions. Nous avons vu la nature protéique des enzymes, donc la structure de l'enzyme est extrêmement importante pour lui permettre d'assurer sa fonction. Toute perte de sa structure va donc entraîner une perte de pouvoir catalytique. L'enzyme va donc perdre son pouvoir catalytique lorsqu'elle sera dénaturée par la température, mais par le pH éventuellement, par la pression ou par la force ionique. L'enzyme sera dénaturée également si elle perd son coenzyme. Souvent, vous l'avez vu en TP de biologie cellulaire, si on veut inactiver des enzymes qui pourraient dégrader des molécules, eh bien, on met un chélateur d'ions divalents, un chélateur de zinc, de magnésium, tout ça, ça va bloquer l'activité des enzymes. Et enfin, bien dans toute chaîne de réaction, il nous suffira d'enlever un enzyme pour que la totalité de la chaîne s'arrête. Donc on l'a vu, la température et le pH sont deux paramètres très importants pour garantir la structure d'un enzyme. Ce qu'il est très important de connaître, c'est quelle est la température optimale et quel est le pH optimal de chaque enzyme, car en effet, chaque enzyme possède un pH et une température optimale différents. En haut de la diapositive, vous voyez une enzyme humaine. Alors bien sûr, la plupart des enzymes, enfin la totalité des enzymes humaines fonctionnent idéalement à 37 degrés. Mais si on prend un enzyme qui provient d'une bactérie qui vit dans des sources chaudes, par exemple, eh bien la température optimale de fonctionnement des enzymes de cette bactérie, ça va être autour de 75 degrés. Pour le pH, là, rien qu'à l'intérieur d'un organisme humain, eh bien, il existe des enzymes qui fonctionnent idéalement autour de la neutralité, à pH 7-8. C'est le cas de la plupart des enzymes intestinaux, mais aussi des enzymes intracellulaires. Mais si vous prenez les enzymes qui fonctionnent à l'intérieur de l'estomac, eh bien, évidemment, son pH optimal, ce sera le pH de l'estomac, donc 2. Il est donc très important de connaître ces informations avant de travailler avec un enzyme. Alors vous verrez en TP, quand on achète un enzyme, eh bien, on a une fiche technique de l'enzyme
avec son numéro, le bon tampon dans lequel on doit l'utiliser, le bon pH, la bonne température, etc. La semaine prochaine, nous étudierons le fonctionnement et la cinétique des enzymes michaéliens, c'est-à-dire des enzymes étudiées par Michaelis et Menten et qui possèdent une courbe de vitesse hyperbolique.